Septembre 1944, quelque part dans l'est de la France, un ancien mécanicien automobile de 23 ans, originaire de l'Ohio, nommé Eddie Kowalski, était assis à l'intérieur d'un char Sherman qui pesait 33 tonnes et dont le blindage était plus mince qu'un plan de travail de cuisine comparé à ce qu'il attendait au bout de cette route. Eddie était conducteur de char depuis exactement 4 mois. Avant la guerre, il réparait des Chevrolet dans le garage de son oncle à Cleveland. Il pouvait reconstruire une transmission les yeux bandés. Il connaissait les moteurs comme un chirurgien connaît le cœur humain. Mais rien à Cleveland ne l'avait préparé à ce que le renseignement allemand venait de placer directement sur son chemin. 92 chars Tigre, l'arme la plus terrifiante roulant sur des chenilles de toute la Seconde Guerre mondiale. Chacun pesait 56 tonnes. Chacun était équipé d'un canon de 88 mm capable de transpercer le Sherman d'Eddie comme un point à travers du carton mouillé à plus d'1,5 km de distance. À cette portée, le canon de 75 mm d'Eddie ne pouvait même pas égratigner le blindage frontal du Tigre. Le calcul était simple et il était brutal. Un Tigre détruisait en moyenne 4 Sherman avant d'être mis hors de combat. 92 Tigres signifiait ici la destruction potentielle de près de 400 chars américains et de plus de 1500 vies américaines. Le haut commandement allemand misait tout sur ce seul déploiement. Arrêter Patton, arrêter la 3e armée, gagner suffisamment de temps pour réorganiser le front ouest en plein effondrement. Sur le papier, 92 Tigres auraient pour de accomplir exactement cela. Sur le papier, Eddie Kowalski et des milliers d'hommes comme lui auraient dû mourir dans les champs de l'est de la France en ce mois de septembre. Ce ne fut pas le cas. Quand la fumée se dissipa moins de 72 heures plus tard, moins de 5 Tigres étaient encore opérationnels. Les autres brûlaient, étaient abandonnés, capturés ou réduits en pièces. Et un ancien mécanicien automobile de Cleveland avait joué un rôle que les historiens militaires étudient encore aujourd'hui. Voici comment cela s'est passé. Pour comprendre pourquoi l'Allemagne fit ce pari désespéré, il faut comprendre à quel point les choses avaient mal tourné pour elle à la fin de l'été 1944. L'invasion d'Alliés en Normandie le 6 juin avait fissuré la forteresse Europe, mais c'est ce qui se passa après la Normandie qui terrifia véritablement les généraux allemands. Pendant des semaines après le jour J, les combats dans le bocage normand avaient été une impasse meurtrière et épuisante. Les Alliés gagnaient des mètres, pas des kilomètres. Les défenseurs allemands utilisaient les haies épaisses et les chemins étroits du bocage pour créer des zones de mort qui neutralisaient la supériorité numérique alliée. Les pertes américaines étaient effarantes. Certaines divisions d'infanterie subirent un renouvellement de 100% de leur compagnie de fusiliers en quelques semaines. Les chars étaient détruits plus vite qu'ils ne pouvaient être remplacés. Puis, tout changea. L'opération Cobra, lancée le 25 juillet 1944, ouvrit une brèche dans les lignes allemandes à l'ouest de Saint-Lô. Et par cette brèche se déversa la force blindée la plus agressive de l'arsenal allié, la 3e armée du général George S. Patton. Patton ne se contenta pas d'avancer, il explosa à travers la France. Ces colonnes de chars couvraient des distances que les planificateurs allemands avaient jugées impossibles. 50 km en un jour, 80 km en un jour. Des villes que les commandants allemands pensaient tenir pendant des semaines tombèrent en quelques heures. Des divisions allemandes entières censées former des lignes défensives se retrouvèrent encerclées avant même d'avoir pu creuser des trous de combat. À la mi-août, la position allemande en France s'effondrait. La poche de falaise piégea des dizaines de milliers de soldats allemands. Paris fut libéré le 25 août et Patton continua de pousser vers l'est en direction de la frontière allemande elle-même, avançant si vite que ses propres lignes de ravitaillement pouvaient à peine suivre. La vitesse était sans précédent. Rien dans la guerre, sur aucun front, n'avait avancé aussi vite. Des commandants allemands qui avaient combattu sur le front de l'Est contre les soviétiques affirmèrent dès que l'avancée de Patton était plus rapide et plus déstabilisante que tout ce que les Russes avaient jamais accompli. Les pertes racontèrent l'histoire. Rien qu'en août, l'armée allemande à l'ouest perdit plus de 300 000 hommes, tués, blessés ou capturés. Ils perdirent des milliers de chars, de canons et de véhicules. Des unités entières cessèrent tout simplement d'exister.
Les officiers d'état-major au quartier général allemand déplaçaient les épingles sur les cartes si vite que les cartes devenaient obsolètes avant d'être mises à jour. La 3e armée de Patton à elle seule avait conquis plus de territoire en 2 semaines que l'ensemble des forces alliées n'en avaient au prix durant les 2 mois écoulés depuis le jour J. Il fallait faire quelque chose de radical. Les défenses conventionnelles échouaient. Les divisions d'infanterie étaient submergées. Les canons anti-chars étaient à contourner avant même de pouvoir tirer un seul coup. Les généraux allemands avaient désormais besoin d'une arme capable d'arrêter net les blindés de Patton, capable de détruire suffisamment de Sherman pour forcer même le commandant américain le plus agressif à marquer une pause. Ils avaient besoin du Tigre, mais tout était sur le point de changer grâce à des hommes comme Eddie Kowalski, des hommes dont personne n'avait jamais entendu parler, des hommes dont les noms n'apparaîtraient jamais dans les livres d'histoire, mais dont les actions allaient déterminer le sort des chars les plus puissants jamais construits. Eddie Kowalski s'était engagé le lendemain de son 22e anniversaire en 1943. Ce n'était pas un héros. Il n'était même pas particulièrement courageux de son propre aveu. C'était un mécanicien qui comprenait les machines comme certaines personnes comprennent la musique, intuitivement, complètement, à un niveau qui dépassait la connaissance technique pour atteindre quelque chose qui ressemblait presque à de l'instinct. Pendant ces classes, ses instructeurs remarquèrent qu'Eddie pouvait diagnostiquer des problèmes de moteur rien qu'au son. Il pouvait vous dire ce qui n'allait pas avec un moteur de char à 15 mètres de distance, simplement en l'écoutant tourner au ralenti. Quand il fut affecté aux équipages de chars de la 3e armée, son officier commandant le plaça comme conducteur. Non pas parce qu'Eddie était le meilleur conducteur, mais parce qu'avoir quelqu'un qui comprenait les limites mécaniques du Sherman signifiait que le char pouvait être poussé plus fort, plus vite, plus longtemps, sans tomber en panne. Eddie avait survécu à son premier combat en Normandie. Il avait vu des tigres pour la première fois près de Mortain début août, quand les Allemands lancèrent leur contre-attaque désespérée. Il regarda depuis 700 mètres un seul tigre détruire 3 Sherman de sa compagnie en moins de 2 minutes. Les obus traversèrent les Sherman comme s'ils n'existaient pas. Des équipages brûlèrent vifs. Le char d'Eddie ne survécut que parce que son commandant ordonna un repli derrière une haie avant que le tigre ne puisse orienter sa tourelle vers leur position. Cette nuit-là, Eddie ne put dormir. Il n'arrêtait pas de penser au tigre, non pas avec peur, bien qu'il y en eût beaucoup, mais avec la curiosité d'un mécanicien. Il avait vu comment le tigre se déplaçait, avec quelle lenteur il pivotait sa tourelle, combien de temps il lui fallait pour se repositionner, comment le moteur sonnait quand il changeait de vitesse, et quelque chose fit tilt dans son esprit. De la même manière qu'un diagnostic s'imposait quand il entendait un poussoir de soupape défaillante à Cleveland. Le tigre était puissant, oui, mais c'était aussi un cauchemar mécanique. Eddie pouvait l'entendre dans la sonorité du moteur, pouvait le voir dans la façon dont les chenilles géraient le terrain, pouvait le sentir dans la manière dont la tourelle massive peinait à suivre des cibles en mouvement rapide. Eddie commença à parler aux autres équipages de chars. Il commença à collecter des informations. À quelle vitesse un tigre pouvait-il faire pivoter sa tourelle? Environ 60 secondes pour une rotation complète, contre 15 secondes pour un Sherman. À quelle vitesse pouvait-il accélérer? À peine. Le tigre passait de 0 à sa vitesse maximale comme un train de marchandises, lentement et pesamment. Que se passait-il quand un tigre essayait de se déplacer sur un sol meuble? Il s'enfonçait, sa pression au sol était énorme malgré des chenilles larges. Où le blindage était-il le plus faible? Les flancs y faisaient environ 90 mm, moins de la moitié du blindage frontal. L'arrière était encore plus mince, le dessous était vulnérable aux mines. Eddie nota tout cela dans un petit carnet qu'il gardait dans sa combinaison. Son commandant de char, un lieutenant de Virginie nommé James Morrison, remarqua ce qu'Eddie faisait. Au lieu de lui dire d'arrêter, Morrison commença à ajouter ses propres observations. Puis d'autres commandants d'équipage se joignirent à eux. En quelques jours, le carnet d'Eddie était devenu un manuel tactique officieux, un recueil de connaissances pratiques sur les faiblesses du tigre, compilé par des hommes qui les avaient affrontés au combat. Quand cette information parvint au capitaine Robert Hayes, qui commandait leur compagnie de chars, Hayes ne rit pas, il ne la rejeta pas. Il apporta le carnet d'Eddie directement au commandement du bataillon et le commandement du bataillon le transmit à la division.
et la division le transmit au quartier général de la 3e armée, parce que ce qu'Eddie Kowalski avait fait sans aucune formation officielle en tactique militaire était essentiellement de confirmer ce que Patton prêchait depuis des mois. Le Tigre pouvait être vaincu, non pas en construisant un meilleur char, non pas en l'égalant canon contre canon et blindage contre blindage, mais en comprenant ses faiblesses mécaniques et en les exploitant impitoyablement. L'idée que les observations d'un mécanicien puissent influencer la tactique blindée était considérée comme ridicule par certains officiers d'état-major. C'étaient des diplômés de West Point, des soldats professionnels qui avaient étudié la guerre blindée pendant des années, et voilà qu'un ancien mécanicien de Chevrolet leur disait comment combattre les tigres. Certains officiers voulaient en rejeter cela entièrement. Un colonel aurait déclaré que s'ils avaient besoin d'un graisseur de mécanique pour leur dire comment se battre, ils feraient aussi bien de se rendre tout de suite. Mais Patton était différent. Patton comprenait quelque chose que beaucoup d'officiers de carrière ne comprenaient pas. La guerre ne se gagne pas avec des diplômes, elle se gagne avec le savoir appliqué au bon moment. Et le savoir d'Eddie Kowalski sur les machines, combiné à son expérience directe de combat contre les tigres, représentait exactement le type de renseignement pratique qui fait gagner les batailles. Patton fit compiler par son état-major les observations d'Eddie aux côtés de leur propre rapport de renseignement. Le résultat fut un ensemble de directives tactiques qui seraient distribuées à chaque unité blindée de la 3e armée. L'idée centrale était d'une simplicité dévastatrice. Cessez de considérer le Tigre comme une super-arme invincible. Commencez à le considérer comme une machine. Et chaque machine a des faiblesses. Chaque machine tombe en panne. Chaque machine a des limites. Les limites du Tigre étaient la vitesse, la consommation de carburant, la fiabilité mécanique et la vitesse de rotation de la tourelle. Un équipage de Sherman qui comprenait ses limites et combattait en conséquence pouvait survivre. Une compagnie de Sherman qui coordonnait ses attaques pour exploiter ses limites pouvait vaincre. Eddie ne le savait pas alors, mais son carnet allait contribuer à sauver des vies dans la bataille qui approchait, car le renseignement allemand avait pris sa décision. 92 Tigres étaient en cours d'assemblage, de ravitaillement, d'armement et de positionnement directement en travers de la ligne d'avancée de Patton. C'était le plus grand déploiement unique de chars Tigres contre les forces américaines de toute la guerre. Les Allemands l'appelèrent « Opération Eisenhammer », le marteau de fer. Le plan était simple, positionner les Tigres en 3 lignes défensives à travers les axes d'avancée américains les plus probables. La première ligne engagerait et détruirait les blindés américains de tête. La deuxième ligne intercepterait toute unité ayant percé. La troisième ligne servirait de réserve mobile pour contre-attaquer toute tentative de débordement. Chaque ligne était soutenue par de l'infanterie, des canons anti-chars et le peu d'artillerie que les Allemands pouvaient encore concentrer. Sur le papier, c'était un déploiement défensif parfait. 3 murs des chars les plus puissants du monde, chacun capable de détruire des Sherman américains à des distances où les Sherman ne pouvaient pas riposter efficacement. Les planificateurs allemands estimaient qu'il faudrait aux forces de Patton au moins 2 semaines pour percer, si tant est qu'elles puissent percer. 2 semaines donneraient à l'Allemagne le temps de précipiter des renforts depuis d'autres secteurs, le temps de fortifier les approches du Rhin, le temps d'organiser le type de ceinture défensive en profondeur qui avait retenu les Alliés en Normandie pendant des mois. Tel était le plan. Ce qui se passa réellement ne ressembla en rien à un quelconque plan. Les unités de reconnaissance de Patton détectèrent une activité blindée allemande inhabituelle 3 jours avant l'engagement principal. Des avions de reconnaissance signalèrent un grand nombre de chars lourds se déplaçant vers des positions camouflées. Le renseignement radio intercepta des communications fragmentaires, faisant référence à des unités de Tigres redéployées depuis d'autres secteurs, et des éclaireurs au sol, dont une équipe soutenue par la compagnie d'Eddie Kowalski, identifièrent des traces de chenilles de tigres sur des routes menant à des positions défensives. Le déploiement initial confirma ce qu'ils avaient découvert. Les éclaireurs américains comptèrent au moins 40 tigres en positions avancées, avec des rapports signalant d'autres arrivées. Ce n'était pas un écran défensif de routine, c'était une concentration massive de blindés lourds, le plus grand déploiement de tigres auquel une unité américaine ait jamais été confrontée. Quand les rapports parvinrent au quartier général de Patton,
les officiers d'état-major recommandaient la prudence, ralentir l'avancée, faire monter des forces supplémentaires, planifier un assaut méthodique avec une supériorité numérique écrasante, la doctrine standard contre des blindés retranchés. Patton rejeta chaque recommandation. Sa réponse devint légendaire parmi son état-major. Il aurait déclaré que s'arrêter était exactement ce que les Allemands voulaient. Chaque heure de pause était une heure que les Tigres passaient à mieux se positionner, mieux se ravitailler, mieux se préparer. Les Tigres étaient les plus forts quand ils étaient immobiles, retranchés dans des positions préparées avec des champs de tir dégagés. Donc la dernière chose qu'il avait l'intention de faire était de leur donner le temps de rester immobiles. Au lieu de cela, Patton fit quelque chose que ses propres officiers jugèrent d'abord insensé. Il accéléra l'avancée, il divisa ses forces en plusieurs colonnes approchant de directions différentes. Il demanda tous les escadrons de chasseurs-bombardiers disponibles pour un appui aérien rapproché. Il fit avancer son artillerie vers des positions dangereusement proches de la zone d'engagement prévue. Et il envoya des ordres à chaque compagnie de chars de la 3e armée, y compris celle d'Eddie Kowalski. Les ordres étaient clairs. Ne vous arrêtez pas quand vous rencontrez des tigres. Ne vous engagez pas dans des duels à longue portée. Réduisez la distance. Utilisez le terrain. Appelez l'artillerie. Appelez l'appui aérien. Attaquez les flancs. Continuez à bouger. Toujours continuer à bouger. Eddie lut ses ordres, assis sur le pont moteur de son Sherman par une fraîche soirée de septembre. Il regarda son carnet, corné et taché d'huile, rempli d'observations sur les faiblesses du tigre. Demain, il saurait si ses observations étaient justes. Demain, 92 tigres tenteraient d'arrêter la 3e armée de Patton. Mais ce qu'Eddie ni personne d'autre dans la 3e armée ne savait, c'est que les 72 heures suivantes allaient devenir l'une des défaites les plus dévastatrices de l'histoire de la guerre blindée. Pas pour les Américains, pour les Tigres, et la bataille n'avait même pas encore commencé. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qui se passa quand les tactiques de Patton rencontrèrent la super arme allemande de front. Comment l'instinct d'un ancien mécanicien automobile sauva son équipage dans les premières minutes terrifiantes du contact. Comment 92 tigres furent systématiquement traqués, débordés et détruits par une armée qui refusait de jouer selon les règles que les Allemands attendaient. Et pourquoi les 6 premières heures de bataille se transformèrent en le pire cauchemar que les équipages de tigres aient jamais vécu. Les tigres attendaient, Patton arrivait, et plus rien ne serait jamais pareil. Dans la première partie, un ancien mécanicien automobile nommé Eddie Kowalski avait compilé un carnet de faiblesses du char Tigre qui parvint au quartier général de Patton. 92 tigres étaient positionnés en travers de la ligne d'avancée de Patton dans le plus grand déploiement de blindés lourds contre les forces américaines de toute la guerre. La réponse de Patton fut d'accélérer, pas de reculer. Ses ordres furent transmis à chaque compagnie de chars. Réduisez la distance, attaquez les flancs, ne vous arrêtez jamais. Mais convaincre des équipages de chars qui avaient vu des tigres détruire des Sherman comme des boîtes de conserve de charger vers ces mêmes tigres était une toute autre affaire, car les hommes qui allaient exécuter les ordres de Patton avaient un problème qu'aucun manuel tactique ne pouvait résoudre. Ils étaient terrifiés et cette terreur était sur le point de se heurter au plus grand obstacle institutionnel qu'Eddie Kowalski ait jamais rencontré. Un homme qui croyait que les mécaniciens devaient réparer les moteurs, pas écrire des tactiques, et c'est là que tout empira. Le colonel Harold Brennan commandait le régiment blindé qui incluait la compagnie d'Eddie. Brennan était de la vieille école militaire. Promotion de West Point de 1928. Il avait servi en Afrique du Nord, survécu à la passe de Kasserine, combattu à travers la Sicile et débarqué en Normandie à jour J+3. Il avait mérité chaque médaille sur sa poitrine par le sang et l'acier, et il n'avait absolument aucune patience pour un caporal qui pensait en savoir plus sur le combat de chars que des officiers qui le pratiquaient depuis 2 ans. Quand le capitaine Hayes fit remonter les observations du carnet d'Eddie par la voie hiérarchique, la réaction de Brennan fut immédiate et volcanique. Il convoqua Hayes à son poste de commandement le soir précédant l'engagement prévu et fit connaître sa position sans ambiguïté. « Capitaine, êtes-vous en train de me dire qu'un conducteur de char, un mécanicien, conseille mon régiment sur la tactique blindée contre des chars tigres ?» Hayes tenta d'expliquer,
Les observations étaient infondées. Elles correspondaient aux propres directives tactiques de Patton. Les informations sur les vitesses de rotation de tourelles, la consommation de carburant, les vulnérabilités mécaniques, c'était du renseignement pratique recueilli à partir d'une expérience directe de combat. Brennan le coupa. « Je combats les blindés allemands depuis Kasserine. J'ai perdu 14 chars à Kasserine. Je sais ce que les tigres peuvent faire. Et ce que les tigres peuvent faire, c'est tuer des Sherman. » La réponse au tigre, ce n'est pas le carnet d'un graisseur de mécanique. La réponse, c'est la concentration des forces, une reconnaissance appropriée et des manœuvres de tir et de mouvements disciplinés. Pas les âneries de cow-boy que le quartier général de Patton est en train de concocter. L'objection de Brennan n'était pas irrationnelle. Son expérience à la passe de Kasserine en février 1943 avait été catastrophique. Les forces américaines avaient attaqué les positions allemandes au coup par coup, sans coordination, et avaient été massacrées. Brennan en avait tiré une leçon brutale. On ne se précipite pas dans un combat contre des blindés supérieurs. On planifie soigneusement, on concentre ses forces. On attaque avec des effectifs écrasants sur un seul point, ce que Patton ordonnait, diviser les forces en plusieurs colonnes, accélérer vers la plus grande concentration de tigres jamais assemblés, ressemblait aux yeux de Brennan exactement au type d'agressivité téméraire qui avait fait tuer des centaines d'Américains à Kasserine. Il ordonna à Hayes de ranger les observations d'Eddy. La doctrine standard serait suivie. Le régiment avancerait en formation concentrée, engagerait les tigres à distance et s'appuierait sur la supériorité numérique. C'était exactement le type de combat pour lequel les tigres étaient conçus, et Brennan était sur le point d'y envoyer ses hommes. Eddy apprit la décision du colonel par le lieutenant Morrison le soir même. Morrison était frustré. Il avait vu ce que les tigres pouvaient faire à Mortain. Il savait qu'une formation concentrée avançant en terrain découvert contre des positions de tigres préparées était une condamnation à mort pour les chars de tête. Mais Morrison était lieutenant, Brennan était colonel. La chaîne de commandement existait pour une raison. Eddy se moquait de la chaîne de commandement. Il se souciait des hommes dans son char, des hommes de sa compagnie, des hommes qui allaient mourir le lendemain matin s'ils fonçaient droit sur 92 tigres en formation bien ordonnée que les artilleurs allemands démontraient comme à l'exercice de tir. Alors Eddy fit quelque chose qui aurait pu le faire passer en cour martiale. Il passa par-dessus Brennan, mais il n'y alla pas seul, car Eddy avait trouvé un allié inattendu. Le commandant Thomas Whitfield était l'officier des opérations du régiment, le S3. Whitfield était responsable de la planification des mouvements tactiques du régiment, et il avait discrètement étudié les mêmes renseignements qui avaient produit les directives anti-tigres de Patton. Whitfield avait 31 ans, ancien étudiant en ingénierie au MIT, commissionné par l'école des officiers de réserve en 1942. Il comprenait les machines, il comprenait les systèmes, et il comprenait que le plan de Brennan allait faire tuer des hommes sans aucun gain stratégique. Whitfield avait lu le carnet d'Eddy, non pas parce qu'Eddy le lui avait apporté, mais parce que le capitaine Hayes l'avait discrètement glissé sur le bureau de Whitfield 3 jours plus tôt, avec un mot qui disait simplement « Le mécanicien voit ce qui nous échappe ». Whitfield avait vérifié les observations d'Eddy en les comparant au rapport de renseignement. La vitesse de rotation de la tourelle était exacte. Les données de consommation de carburant correspondaient aux documents logistiques allemands capturés. Les estimations de fiabilité mécanique concordaient avec les rapports d'après-action des unités qui avaient récupéré des tigres hors de combat. Quand Eddy se présenta à la tente de Whitfield cette nuit-là, Whitfield travaillait déjà sur un plan alternatif. Non pas pour remplacer entièrement les ordres de Brennan, mais pour les modifier suffisamment afin de donner au régiment une chance de se battre. Le plan de Whitfield conservait la structure de base de l'avance de Brennan, mais y ajoutait des éléments critiques. Des éclaireurs avancés identifieraient les positions des Tigers avant que la force principale ne s'engage. L'artillerie serait préenregistrée sur les positions probables des Tigers et prête à tirer dans les 90 secondes suivant le contact. Les chasseurs de chars seraient positionnés sur les flancs, pas dans la colonne principale, prêts à manœuvrer pour des tirs latéraux dès que les Tigers se révéleraient. Et surtout, aucune compagnie ne s'avancerait seule en terrain découvert. Si une compagnie essuyait des tirs, les compagnies adjacentes effectueraient immédiatement un mouvement de flanc.
Le problème était que la mise en œuvre de ce plan nécessitait l'approbation de Brennan, et Brennan avait clairement exprimé sa position. Whitfield prit une décision qui risquait sa carrière. Il contacta directement le quartier général de la 3e armée, contournant Brennan, et demanda qu'un représentant de l'état-major de Patton soit présent au briefing du matin. La demande fut acceptée. Le lieutenant-colonel David Abrams, l'un des conseillers tactiques les plus fiables de Patton, y assisterait. Le lendemain matin, le 12 septembre, le briefing fut tendu. Brennan présenta son plan. Avance concentrée, blindés regroupés, engagement des Tigers à distance avec supériorité numérique, doctrine standard. Quand Brennan eut terminé, Abrams prit la parole. Il ne critiqua pas Brennan directement. Au lieu de cela, il exposa les renseignements de la 3e armée sur le déploiement allemand. 3 lignes de Tiger, des positions préparées avec des zones de destruction préenregistrées, un soutien d'infanterie avec des armes anti-chars couvrant les intervalles entre les positions de Tiger. Temps estimé pour percer la première ligne, selon le plan de Brennan, 8 à 12 heures. Pertes estimées de chars américains pendant cette percée, 40 à 60% du bataillon de tête. La salle devint silencieuse. Le visage de Brennan était de pierre. Abrams poursuivit, selon l'approche préférée de Patton, avec des axes d'avance multiples et une coordination interarmes, le temps estimé de percée tombait à 4 à 6 heures. Les pertes estimées tombèrent à 15 à 25%. Encore lourdes, encore douloureuses, mais supportables. Brennan répliqua. Ces estimations supposent une coordination parfaite. En combat, la coordination s'effondre. Les radios tombent en panne. La fumée obscurcit les cibles. Les hommes en panique, mais la force concentrée nous donne la masse. La masse gagne les batailles. Abrams acquiesça. La masse gagne les batailles quand l'ennemi est dispersé. Quand l'ennemi est concentré dans des positions préparées avec le canon de char le plus puissant du monde, la masse leur offre un environnement riche en cibles. Les ordres du général Patton sont clairs, colonel. Axes multiples, interarmes, vitesse. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre du commandement de la 3e armée, délivré poliment mais sans équivoque. Brennan n'avait pas le choix, il accepta le plan modifié. Mais il fit une chose claire à Whitfield, après coup. Si ça tourne mal, commandant, c'est votre carrière et les galons de ce mécanicien qui sont en jeu, pas les miens. Whitfield ne s'y a pas, il avait 16 heures pour préparer le régiment au plus grand engagement contre des Tigers de l'histoire militaire américaine, et le compte à rebours avait déjà commencé. Le matin du 13 septembre 1944 se leva gris et frais, avec un brouillard bas posé dans les vallées de l'Est de la France. Le brouillard était un cadeau, il réduisait la visibilité à moins de 500 mètres. Ce qui signifiait que le plus grand avantage du Tiger, sa capacité à tuer à très longue portée, était temporairement neutralisé. Eddie Kowalski était assis à son poste de pilote, moteur au ralenti, regardant le brouillard tourbillonner autour de la coque de son Sherman. Le lieutenant Morrison était dans la tourelle, scrutant avec des jumelles inutiles dans la brume. La radio crépitait avec les rapports de position des unités d'éclaireurs en avant. Le premier contact eut lieu à 6h47. Une équipe d'éclaireurs signala des positions de Tiger le long d'une ligne de crête à environ 1200 mètres devant. Au moins 8 Tigers visibles, probablement davantage derrière la crête. Ils étaient en position défensive. Seule leur tourelle dépassait au-dessus du terrain. Les canons pointaient directement vers la route d'approche principale, exactement là où le renseignement allemand avait prédit que les blindés américains arriveraient. Selon le plan initial de Brennan, le régiment aurait avancé tout droit sur cette route. La première compagnie à franchir la crête aurait été visible par 8 canons de Tiger simultanément. À 1200 mètres, les Tigers auraient eu environ 45 secondes de tir sans obstruction avant que les Sherman ne puissent se rapprocher à portée efficace. 8 Tigers tirant toutes les 8 secondes signifiait approximativement 45 obus de 88 mm frappant la compagnie de tête avant qu'elle ne puisse riposter. Le calcul était anéantissant. Au lieu de cela, le plan de Whitfield entra en vigueur. La compagnie de tête s'arrêta avant la crête. Les coordonnées d'artillerie furent transmises. En 3 minutes, des obus de 105 mm commencèrent à tomber sur les positions des Tigers. Pas pour les détruire,
Les obus ne pouvaient pas percer le blindage des Tigers par le dessus à cet angle, mais les explosions forcèrent les équipages des Tigers à se calfeutrer, fermant les trappes, perdant la visibilité extérieure dont ils avaient besoin pour viser avec précision à longue portée. Simultanément, la compagnie d'Eddy et 2 autres quittèrent par la route principale, se déplaçant à travers le brouillard le long de chemins secondaires que les éclaireurs avaient identifiés pendant la nuit. Eddy poussa son Sherman à travers un chemin de ferme boueux, à peine assez large pour le char, les branches raclant la coque, la visibilité réduite à 200 mètres. Son cœur battait à tout rompre. Quelque part devant et à sa droite, les Tigers étaient assis sur cette crête, leurs canons couvrant la route principale, ne s'attendant à rien venant de cette direction. À 7h12, la compagnie d'Eddy émergea d'une lisière d'arbres à 600 mètres sur le flanc gauche de la position des Tigers. 600 mètres. À cette distance, le blindage latéral du Tiger de 90 mm était vulnérable au canon de 75 mm du Sherman. Plus important encore, les tourelles des Tigers étaient orientées dans la mauvaise direction, pointées vers la route principale où l'artillerie tombait encore. Morrison donna l'ordre de tirer. 5 Sherman de la compagnie d'Eddy ouvrirent le feu simultanément sur les flancs exposés des positions de Tiger. Eddy sentit son char tanguer sous le recul. À travers son périscope, il vit un éclair contre le flanc du Tiger le plus proche, un coup au but, puis un autre. La tourelle du Tiger commença à pivoter vers eux, cette lente rotation grinçante qu'Eddy avait chronométrée tant de fois dans son carnet. 60 secondes pour un pivotement complet. Ils avaient 60 secondes. En ces 60 secondes, la compagnie d'Eddy tira 23 obus. 4 Tigers furent touchés par le flanc, 2 commencèrent à fumer, l'un explosa lorsque les munitions s'embrasèrent à l'intérieur. La chenille du 4e Tiger fut brisée, l'immobilisant. Les Tigers restant sur la ligne de crête étaient désormais pris entre l'artillerie de face et les tirs de char sur le flanc. Leur zone de destruction soigneusement préparée était devenue un piège, et ils étaient à l'intérieur. Au même moment, des P-47 Thunderbolt arrivèrent au-dessus. Le brouillard s'était suffisamment levé pour les opérations aériennes, et le soutien aérien demandé par Patton fondit sur les positions allemandes avec des roquettes et des bombes de 250 kg. 2 Tigers supplémentaires furent touchés par le dessus. L'un reçut un impact direct de roquettes sur le pont moteur et s'embrasa. L'équipage évacua et s'enfuit. Les chasseurs de chars, qui avaient effectué un mouvement encore plus large que la compagnie d'Eddy, apparurent alors sur le flanc droit des Tigers. Des M18 Hellcat, rapides et légèrement blindés, mais équipés de canons de 76 mm, capables de percer le blindage latéral du Tiger à distance de combat. Ils tiraient et se déplaçaient, ne restant jamais assez longtemps en une position pour que les Tigers puissent les engager. En 90 minutes après le premier contact, 11 des 15 Tigers estimés de la première ligne défensive étaient détruits, immobilisés ou abandonnés. Les pertes américaines étaient de 4 Sherman détruits et 2 endommagés. Le ratio qui était censé être de 4 Sherman par Tiger avait été presque inversé. La première ligne était percée, mais ce n'était que la première ligne. Derrière elle, au moins 60 Tigers supplémentaires attendaient dans les 2e et 3e positions défensives, et les Allemands avaient observé. Ils avaient vu leur première ligne s'effondrer en quelques minutes, au lieu de tenir pendant des jours. Ils s'adaptaient déjà, se repositionnant, comblant les brèches que la manœuvre de flanc d'Eddy avait exploitées. Le colonel Brennan, observant le premier engagement depuis son semi-chenillé de commandement, ne dit rien pendant un long moment. Puis il prit la radio et appela Whitfield. Les informations du mécanicien étaient correctes concernant la vitesse de rotation de la tourelle. Que sait-il d'autre sur leur 2e ligne? C'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses qu'Eddy Kowalski recevrait jamais, et c'était suffisant. Le quartier général de Patton reçut le rapport dans l'heure. 11 Tigers détruits en 90 minutes avec des pertes américaines minimales. La réponse de la 3e armée fut une seule phrase qui incarnait tout ce que Patton croyait au sujet de la guerre. « Ne vous arrêtez pas !» Répétez. « Ne vous arrêtez pas !» Le régiment poussa en avant vers la 2e ligne de Tiger. Mais les Allemands avaient appris.
Ils avaient repositionné leur Tiger pour couvrir de multiples approches, pas seulement la route principale. Ils avaient rapproché l'infanterie des positions de chars pour empêcher les manœuvres de flanc. Ils avaient dispersé leur Tiger plus largement pour réduire l'efficacité des concentrations d'artillerie. La deuxième ligne serait plus difficile. Et quelque chose d'autre se passait que personne du côté américain ne savait encore. Une unité de transmission allemande avait intercepté des fragments de communication radio américaine pendant le premier engagement. Ils avaient entendu la coordination entre chars, artillerie et soutien aérien. Ils avaient entendu des références aux faiblesses du Tiger. Et ils avaient d'abord transmis un rapport au haut commandement allemand qui allait changer la façon dont les Tiger restants combattraient. Les Allemands s'adaptaient, les victoires faciles étaient terminées. Le carnet d'Eddie Kowalski avait aidé à percer la première ligne, mais 60 Tigers restaient, et leurs équipages ne restaient plus assis dans des positions préparées, attendant que les Américains viennent à eux. Ils bougeaient, se repositionnaient, montaient des embuscades dans des endroits que les Américains n'avaient pas reconnus, se cachant dans des villes et des forêts où le soutien aérien était inutile et l'artillerie dangereuse à utiliser. Les équipages de Tiger avaient reçu de nouveaux ordres du commandement allemand. Ne combattez pas défensivement, ne tenez pas de position, chassez les Sherman, utilisez les villes, utilisez les forêts, utilisez la nuit, transformez les faiblesses du Tiger en force en combattant à courte portée où la coordination américaine ne pourra pas les sauver. Dans la première partie, Eddie Kowalski avait compris comment combattre les Tigers. Dans la deuxième partie, ses idées avaient aidé à briser la première ligne défensive. Mais dans la troisième partie, les Tigers allaient cesser d'être les chassés pour devenir les chasseurs. Les Allemands arrivaient, non plus en ligne défensive, mais en équipe d'embuscade de 2 et 3, se cachant dans chaque village et chaque lisière entre Patton et le Rhin. Les règles du jeu avaient complètement changé et la vraie guerre ne faisait que commencer. Un ancien mécanicien automobile nommé Eddie Kowalski avait écrit un carnet sur les faiblesses du char Tiger. Ce carnet avait aidé à remodeler les tactiques de la 3e armée. Lors du premier engagement, les forces de Patton avaient brisé la première ligne défensive allemande, détruisant 11 Tiger en 90 minutes avec des pertes minimales. Le ratio qui était censé favoriser les Tiger avait été inversé. Mais à la fin de la deuxième partie, le renseignement des transmissions allemands avait intercepté les communications radio américaines. Ils avaient entendu la coordination. Ils avaient entendu les références aux vulnérabilités du Tiger. Et ils avaient émis de nouveaux ordres à leurs équipages restants. Arrêtez de défendre. Commencez à chasser. 60 Tigers passèrent de forteresses stationnaires à des prédateurs d'embuscades mobiles, se cachant dans les villages et les forêts où le soutien aérien américain était aveugle et l'artillerie dangereuse. La partie facile était terminée. Les statistiques qui suivirent le prouvèrent. Au cours des 36 heures suivantes, les pertes de chars américains triplèrent par rapport au premier engagement. 8 Sherman furent détruits en un seul après-midi par seulement 3 Tigers opérant en équipe d'embuscade à l'intérieur d'un village français. Et désormais, ce n'était plus une expérience tactique. C'était un combat pour la survie des deux côtés. Le commandement allemand réagit à la destruction de leur première ligne défensive avec une rapidité qui surprit le renseignement américain. Quelques heures après avoir reçu les interceptions de transmission, le général Fritz Bayerlein, commandant les restes de la Panzerlehr Division et coordonnant les opérations de Tiger dans le secteur, convoqua une réunion d'urgence avec ses commandants de compagnie de Tiger survivants. Bayerlein n'était pas un imbécile. Il avait commandé des chars en Afrique du Nord sous Rommel. Il avait combattu les Britanniques, les Américains, et il comprenait que s'accrocher à la doctrine quand la doctrine échouait signifiait la mort. Les communications radio interceptées indiquaient à Bayerlein exactement ce que faisaient les Américains. Coordination interarmes, manœuvre de flanc contre le blindage latéral du Tiger, suppression par l'artillerie pour forcer les équipages à se calfeutrer, frappes aériennes sur les positions exposées. Chaque avantage que le Tiger possédait en position défensive préparée était systématiquement neutralisé.
Les ordres de Bayerlein étaient radicaux selon les standards allemands. Abandonner les 2 lignes défensives restantes, disperser les Tigers en équipes de 2 ou 3, les déplacer dans les villages, les forêts et les zones urbaines où la puissance aérienne américaine ne pouvait pas opérer efficacement et où l'artillerie risquait de tuer des civils français et de détruire des infrastructures dont les Américains eux-mêmes avaient besoin. Combattre à courte portée, tendre des embuscades et se replier, ne jamais rester dans une position plus de 30 minutes. Utiliser le canon massif du Tiger, non pas à longue portée où le flanquement était possible, mais à bout portant à l'intérieur des villes où un seul tir dans une rue étroite pouvait détruire plusieurs véhicules. C'était l'opposé de tout ce pourquoi les équipages de Tiger avaient été entraînés, mais c'était brillant. En 12 heures, les 60 Tigers opérationnels restants avaient disparu de leur position défensive. Les éclaireurs américains signalèrent les 2e et 3e lignes abandonnées. Pendant un bref instant, les commandants américains crurent que les Allemands battaient en retraite. Ils avaient tort. La première embuscade eut lieu au village de Montclair. Une colonne de 6 Sherman de la compagnie Charlie avançait dans la rue principale du village. Procédure standard. L'infanterie en éclaireur devant, les chars suivants en file. Le Sherman de tête atteignit la place du village. Un Tiger était caché à l'intérieur d'une grange partiellement effondrée, le tube de son canon dépassant de seulement 1 mètre au-delà des décombres. La distance était de 80 mètres. À 80 mètres, l'obus de 88 mm traversa le blindage frontal du Sherman de tête, traversa le compartiment moteur et ressortit par la plaque arrière. Le Sherman derrière reçut un obus dans la tourelle avant même que l'équipage n'identifie d'où venait le tir. Le Tiger recula hors de la grange, écrasant le mur arrière, et disparut dans une ruelle avant que les chasseurs de chars américains ne puissent réagir. 2 Sherman détruits, 0 dommage au Tiger, temps écoulé, 45 secondes, c'était la nouvelle guerre. 3 autres embuscades suivirent cet après-midi-là. Un Tiger caché derrière une ferme, 2 Tigers positionnés aux extrémités opposées d'un carrefour, créant un tir croisé. Un seul Tiger dissimulé dans un chemin creux qui tira dans le flanc d'une colonne en mouvement, puis se retira dans les bois. Au soir, 8 chars américains étaient détruits et 3 endommagés. Aucun Tiger perdu. L'approche interarmes qui avait fonctionné si brillamment contre la première ligne défensive était inutile en terrain rapproché, où chaque avantage appartenait à celui qui tendait l'embuscade. Mais ce n'était pas le seul problème auquel les forces de Patton faisaient face. Au sein de la 3e armée, une crise se développait qui menaçait de défaire tout ce que les observations d'Eddy avaient aidé à accomplir. Le succès du premier engagement avait créé un excès de confiance. Certains commandants de compagnie, ayant vu des Tigers détruits relativement facilement lors de la première bataille, commencèrent à traiter tous les engagements contre des Tigers comme de simples problèmes tactiques. Ils cessèrent de demander le soutien de l'artillerie. Ils cessèrent d'attendre la couverture aérienne. Ils avancèrent agressivement dans des terrains qu'ils n'avaient pas reconnus, supposant que la vitesse et le flanquement résoudraient chaque engagement. Ce ne fut pas le cas. L'embuscade de Montclair tua 3 hommes du propre bataillon d'Eddy. L'un d'eux était le caporal James Dunning, le chargeur d'Eddy, qui avait été transféré dans un autre équipage seulement 2 jours plus tôt pour remplacer un blessé. Eddy l'apprit par la radio. Il resta assis à son poste de pilote et ne parla pas pendant 1 heure. Le colonel Brennan, qui s'était initialement opposé aux tactiques modifiées, utilisa désormais les pertes croissantes pour contester entièrement l'approche de Patton. Il envoya un rapport au quartier général de la division, arguant que les tactiques dispersées des Tigers rendaient la coordination interarmes impossible et que le régiment devait s'arrêter, se consolider et attendre des renforts avant de poursuivre l'avance. Le rapport incluait les chiffres des pertes des embuscades, 8 chars, 23 tués, 14 blessés en un seul après-midi. La division transmit le rapport à la 3e armée. Pendant 12 heures, ce fut le silence du quartier général de Patton. Eddy et chaque homme du régiment attendaient, ne sachant pas si l'avance continuerait ou s'ils allaient à se retrancher et faire face à des semaines d'attrition épuisante contre des Tigers qui apparaissaient et disparaissaient comme des fantômes.
Certains officiers blâmèrent en privé le carnet d'Eddie pour avoir créé l'excès de confiance qui avait conduit aux pertes des embuscades. Si le premier engagement ne s'était pas si bien passé, les équipages auraient été plus prudents. Si le plan de Whitfield n'avait pas fonctionné si parfaitement, les commandants ne seraient pas devenus imprudents. Les observations du mécanicien avaient aidé à gagner la première bataille, et certains arguaient qu'elles avaient dû contribuer à perdre la seconde. Eddie lui-même se demandait s'ils avaient raison. 3 hommes étaient morts. James Dunning était mort, et les Tigers étaient toujours là, invisibles, en attente. Mais alors un message arriva qui changea tout. Patton lui-même envoya la réponse, non pas par les canaux de l'état-major, mais directement sur le réseau de commandement, en langage clair que chaque opérateur radio du régiment pouvait entendre. Le message était du Patton pur jus, direct, grossier et absolument clair. Des Tigers qui se cachent dans les villages signifient not des Tigers qui ont abandonné le terrain découvert. Ils ont renoncé à leur ligne défensive. Ils réagissent à nous. Nous ne nous arrêtons pas parce que l'ennemi s'adapte. Nous nous adaptons plus vite. De nouveaux ordres suivent. Les nouveaux ordres arrivèrent dans l'heure, et ils représentaient une évolution tactique qui deviendrait une étude de cas dans les académies militaires pendant les 80 années suivantes. L'état-major de Patton avait analysé le schéma des embuscades en temps réel. Les Tigers dans les villages avaient besoin de ruses étroites et de bâtiments pour se dissimuler. Ils opéraient par paire ou par 3. Ils tiraient et se repliaient. La faiblesse était le mouvement. Un Tiger reculant à travers un village était lent, bruyant et visible. Il ne pouvait pas se cacher une fois qu'il avait tiré, et il ne pouvait pas se repositionner plus vite que la radio ne pouvait transmettre sa position. Le nouveau plan était simple et dévastateur. Chaque escouade d'infanterie avançant dans un village porterait des grenades fumigènes et des radios portatives SCR 536. Au contact d'un Tiger, l'infanterie lancerait immédiatement de la fumée pour obscurcir la ligne de mire du Tiger et transmettrait par radio la position exacte. Les chasseurs de chars n'entreraient pas dans le village. Ils seraient prépositionnés à chaque route de sortie, en attente. L'artillerie tirerait des obus au phosphore blanc pour marquer la position du Tiger vue du ciel. Et les P-47 orbiteraient au-dessus, non pas pour bombarder le village, mais pour suivre tout Tiger tentant de se replier et le frapper une fois qu'il atteindrait le terrain découvert. Les Américains transformaient chaque village en piège. Si un Tiger tirait depuis l'intérieur d'une ville, il se révélait. La fumée coupait sa vision. Les chasseurs de chars bloquaient ses voies de repli. Les avions le suivaient d'en haut. Le prédateur d'embuscade devenait la proie de l'embuscade. Le 15 septembre, le village de Saint-Jean-l'Épis, 400 habitants, 3 rues, une église, 2 ponts. Le renseignement américain avait identifié des positions probables de Tigers d'après des traces de chenilles et le rapport d'un fermier français qui avait vu 2 Tigers entrer dans des granges du côté est du village la nuit précédente. Le commandant Whitfield planifia personnellement l'engagement. L'infanterie de la compagnie Baker entra dans le village par l'ouest à 5h30, se déplaçant en petites équipes le long des murs des bâtiments, vérifiant les angles, marquant à la craie les positions potentielles de Tiger. Les chasseurs de chars du 704e bataillon de chasseurs de chars se positionnèrent à chaque route menant hors du village. 4 véhicules, 4 sorties, aucune échappatoire. La batterie d'artillerie était enregistrée sur la place du village et les approches est. Les P-47 en attente à 2400 mètres d'altitude. Le Sherman d'Eddie et 3 autres attendaient à 400 mètres à l'ouest du village. Ils étaient des appâts. Leur mission était d'avancer lentement le long de la route principale en présentant exactement le type de cible auquel les équipages de Tiger en embuscade ne pouvaient pas résister. Une colonne de Sherman approchant en file indienne, la même formation qui avait été détruite à Montclair. Eddie conduisait. Ses mains étaient fermes, mais sa bouche était sèche. Il était le premier char de la colonne, la première cible. Si un Tiger tirait depuis l'intérieur du village, son Sherman serait celui qu'il toucherait. Morrison était assis au-dessus de lui dans la tourelle, scrutant les fenêtres et les toits à travers son périscope. Personne ne parlait. À 6h14, le Sherman d'Eddie atteignit les premiers bâtiments. La rue se rétrécit, des murs s'élevaient des 2 côtés. Exactement le terrain de mise à mort qu'un Tiger choisirait.
À 6h17, le Tiger tira. L'obus passa à 1 mètre au-dessus de la tourelle d'Eddy, suffisamment près pour que l'onde de choc fissure le périscope de Morrison. Le Tiger était dans une grange à 110 mètres devant eux, son canon visible à travers un espace entre les portes. Il avait visé la tourelle et tiré trop haut, un obus de 88 mm qui avait manqué sa cible de 1 mètre environ. Eddy était en vie grâce à 90 cm. Morrison hurla dans la radio. Tiger Grange. Côté est, 120 mètres, rue principale. Tout se produisit simultanément. Des grenades fumigènes volèrent depuis les positions d'infanterie des deux côtés de la rue. En quelques secondes, une fumée blanche se répandit à travers la route, coupant la ligne de mire du Tiger. Le Tiger tira à nouveau, à l'aveugle, l'obus fracassant le mur d'une maison à la gauche d'Eddy et ressortant par le toit. Eddy passa la marche arrière et recula hors de la zone de mort à pleine vitesse, les chenilles grinçant sur les pavés. L'artillerie ouvrit le feu, non pas sur la grange, mais sur les routes à l'est du village. Des obus au phosphore blanc explosèrent en nuages d'un blanc éclatant, marquant chaque voie de sortie. Les P-47 au-dessus virèrent brusquement, les pilotes cherchant tout mouvement. À l'intérieur de la grange, l'équipage du Tiger prit sa décision. Il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas rester, il devait bouger. Le moteur du Tiger rugit, il défonça le mur arrière de la grange et tourna dans une rue latérale en direction de l'est, vers le pont le plus proche. Il n'atteignit jamais le pont. Un chasseur de chars du 74e était positionné à 200 mètres du pont, en défilement derrière un mur de pierre. Le Tiger apparut au coin d'une rue à 20 km à l'heure, la tourelle toujours orientée vers l'ouest en direction de la fumée. Le chasseur de chars tira 2 fois. Les 2 obus touchèrent le louche blindage latéral du Tiger à 200 mètres. Le premier pénétra. Le second fit exploser les munitions à l'intérieur de la coque. Le Tiger s'embrasa. Le deuxième Tiger dans le village tenta de se replier vers le nord. Un pilote de P-47 le suivit depuis les airs, transmettant par radio sa position à un second chasseur de chars couvrant la route nord. Le Tiger émergea d'entre 2 maisons dans une ruelle étroite. Le chasseur de chars tira depuis 300 mètres. Le premier obus toucha le barbotin avant, immobilisant le Tiger. L'équipage évacua. L'infanterie captura 3 des 4 membres d'équipage en quelques minutes. 2 Tigers engagés, 2 Tigers détruits ou capturés, 0 char américain perdu, 0 victime américaine. Saint-Aubin-le-Petit devint le modèle. En 24 heures, chaque compagnie du régiment avait reçu les nouvelles procédures tactiques. En 48 heures, l'approche s'était répandue dans tout le secteur de la 3e armée. Les résultats furent stupéfiants. Durant les 3 jours précédant la mise en œuvre de la tactique du piège de village, les embuscades de Tiger avaient détruit 14 chars américains et tué 37 hommes. Durant les 3 jours suivants, les forces américaines engagèrent et détruisirent 19 Tigers, tout en ne perdant que 5 Sherman. Le ratio de perte était passé de près de 3 contre 1 en faveur du Tiger pendant la phase d'embuscade à presque 4 contre 1 en faveur des Américains. La nouvelle du piège de village se répandit à travers la 3e armée comme un courant électrique. Les équipages de chars qui avaient été terrifiés à l'idée d'entrer dans les villages recherchaient désormais activement le contact avec les Tigers, sachant que le système fonctionnait. Le moral monta en flèche. Les commandants qui avaient résisté à l'approche agressive de Patton virent les chiffres et se convertirent. Le colonel Brennan, qui avait plaidé pour l'arrêt de l'avance, cessa discrètement d'envoyer des rapports à la division recommandant la consolidation. Les commandants allemands remarquèrent le changement immédiatement. Les rapports après action de Bayerlein de cette période, capturé après la guerre, révélèrent un désespoir croissant. Sa tactique de dispersion n'avait fonctionné que pendant à peine 48 heures avant que les Américains ne s'adaptent. Les pertes de Tiger s'accélérèrent. Les équipages étaient vraiment de plus en plus réticents à engager le combat, sachant que tirer avec leurs canons revenait essentiellement à signer leur propre arrêt de mort s'ils se trouvaient à l'intérieur d'un village. Certains équipages abandonnèrent leurs Tigers sans tirer un seul coup, préférant la capture à la quasi-certitude de la destruction. Le 18 septembre, 5 jours après le premier engagement, 67 des 92 Tigers d'origine étaient détruits, capturés, abandonnés ou immobilisés.
25 restaient nominalement opérationnels, mais les pénuries de carburant avaient réduit ce nombre à peut-être 15 qui pouvaient réellement se déplacer et combattre. L'opération Marteau de fer du haut commandement allemand n'avait pas simplement échoué, elle était devenue une catastrophe. L'impact stratégique s'étendit bien au-delà d'un seul régiment ou d'un seul secteur. Les rapports de renseignement sur les tactiques anti-Tiger de Patton furent distribués à chaque armée alliée sur le théâtre européen. Les forces britanniques adoptèrent des versions modifiées en quelques semaines. L'effet psychologique sur les forces blindées allemandes fut profond. Les équipages de Tiger qui étaient entrés en bataille en se croyant invulnérables comprenaient désormais qu'ils étaient des cibles prioritaires dans un système de destruction sophistiqué. Les registres de production de guerre allemands montrent qu'en octobre 1944, les demandes de remplacement de Tiger de la part des commandants de terrain chutèrent fortement. Non pas parce que les Tigers n'étaient pas nécessaires, mais parce que les commandants avaient conclu qu'engager des Tigers contre les forces de Patton revenait simplement à alimenter en machines coûteuses un système de destruction. Les ressources étaient mieux employées pour des fortifications défensives et des armes d'infanterie. Le mythe du Tiger invincible. L'arme qui avait terrorisé les armées alliées depuis l'Afrique du Nord était en train de mourir dans les champs et les villages de l'Est de la France. Eddie Kowalski reçut une étoile de bronze pour son rôle dans l'engagement de Saint-Aubin-le-Petit. Le commandant Whitfield fut promu lieutenant-colonel. Le capitaine Hayes reçut une étoile d'argent pour avoir mené la compagnie à travers 4 engagements contre des Tigers sans une seule perte parmi les équipages. Même le colonel Brennan, qui s'était initialement opposé à tout, reçut une citation pour la performance globale du régiment. Mais la guerre n'était pas terminée, loin de là. Les Tigers restants étaient repliés vers la frontière allemande. Et derrière cette frontière, quelque chose se préparait qui allait éclipser l'opération Marteau de fer. Quelque chose qui allait lancer 250 000 de soldats allemands et les dernières réserves de blindés allemands contre les Alliés dans un ultime pari désespéré. La date allait devenir tristement célèbre, le 16 décembre 1944. Le lieu, la forêt des Ardennes, la bataille des Ardennes. Et Eddie Kowalski serait là, dans son Sherman, avec son carnet, faisant face non pas à 92 Tigers, mais à toute une armée blindée allemande. Mais que s'était-il passé pour Eddie entre septembre et décembre ? Les 3 mois que les archives militaires Amos et Arnold Septimer mentionnent à peine contiennent un chapitre que peu de gens connaissent. Un chapitre sur un mécanicien qui devint quelque chose de plus qu'un mécanicien, et une leçon sur ce qui arrive quand l'homme qui a aidé à gagner la bataille devient celui qu'on blâme quand la bataille suivante commence différemment. Cette histoire, le dernier chapitre, est le sujet de la 4e partie, et elle commence par une lettre qu'Eddie écrivit chez lui à Cleveland le 3 novembre 1944, une lettre que sa famille garda secrète pendant plus de 50 ans. Un ancien mécanicien automobile de Cleveland nommé Eddie Kowalski avait noté des observations sur les faiblesses du char Tiger dans un petit carnet. Ce carnet contribua à remodeler la façon dont la 3e armée de Patton combattait l'arme la plus redoutée de l'arsenal allemand. Dans la première partie, les observations d'Eddie atteignirent dans le quartier général de la 3e armée et confirmèrent la propre doctrine anti-Tiger de Patton. Dans la 2e partie, ces tactiques brisèrent la première ligne défensive allemande, détruisant 11 Tigers en 90 minutes. Dans la 3e partie, quand les Allemands s'adaptèrent en transformant les Tigers en prédateurs d'embuscades cachés dans les villages, les forces de Patton s'adaptèrent plus vite, créant un système de pièges de village qui transformait chaque bourg en terrain de mise à mort pour les Tigers. Sur les 92 Tigers engagés dans l'opération Marteau de fer, moins de 5 survécurent à la bataille de 72 heures. Mais la question que la 3e partie laissa sans réponse est celle qui compte le plus. Qu'est-il arrivé à Eddie Kowalski ? Qu'est-il arrivé aux mécaniciens qui avaient aidé à tuer le mythe du Tiger invincible ? La réponse comporte un rebondissement que personne n'attendait, car le succès à la guerre porte parfois un prix qu'aucune médaille ne peut compenser. Et le prix d'Eddie arriva à échéance 3 mois plus tard dans les forêts gelées des Ardennes.
la lettre qu'Eddie écrivit chez lui le 3 novembre 1944, la lettre que sa famille garda secrète pendant plus de 50 ans, était adressée à sa mère, Helen Kowalski, à leur maison de la 71e rue Est à Cleveland. Elle faisait 4 pages, écrites au crayon sur du papier à en-tête de l'armée américaine, et elle disait des choses qu'Eddie n'avait jamais dites à personne dans son unité. Il écrivait sur les hommes qu'il avait vus mourir, pas en termes tactiques, pas dans le langage clinique des rapports après action. Il écrivait sur le son que fait un homme quand il brûle vif à l'intérieur d'un char Sherman. Il écrivait sur le caporal James Dunning, son ancien chargeur, qui avait été tué à Montclair dans une embuscade de Tiger. Il écrivait sur une fillette française, peut-être 10 ans, qui avait été tuée par un obus perdu de 88 mm, qui avait traversé un Sherman et atteint la maison derrière. Il écrivait qu'il ne pouvait pas dormir sans voir leur visage, et que la seule chose qui le maintenait en état de fonctionner était le travail, les moteurs, les chars, les problèmes mécaniques qui avaient des solutions logiques, contrairement aux problèmes dans sa tête qui n'avaient aucune solution. Eddie ne connaissait pas le terme. Personne en 1944 ne le connaissait. Mais ce qu'Eddie décrivait dans cette lettre était ce que nous appelons aujourd'hui le trouble de stress post-traumatique. Le mécanicien qui comprenait les machines mieux que quiconque dans son régiment découvrait que la machine humaine était la seule chose qu'il ne pouvait ni diagnostiquer ni réparer. Malgré cela, Eddie continua à se battre. Sa réputation avait grandi. Après les engagements contre les Tigers en septembre, le renseignement de la 3e armée avait formalisé ses observations en un bulletin technique distribué à chaque unité blindée du théâtre européen. Eddie fut promu sergent. Il fut invité à briefer les nouveaux équipages de chars, arrivant en renfort sur l'identification et les faiblesses du Tiger. Le mécanicien de Cleveland était devenu un instructeur officieux en guerre blindée. Le lieutenant-colonel Whitfield, qui avait été promu après les batailles contre les Tigers, garda Eddie proche du processus de planification. Chaque fois que le régiment s'attendait à rencontrer des blindés lourds allemands, Whitfield consultait Eddie sur les vulnérabilités mécaniques, l'évaluation du terrain et le positionnement tactique. C'était un rôle extraordinaire pour un homme du rang, et cela généra du ressentiment parmi certains officiers qui estimaient qu'un sergent sans formation militaire formelle n'avait pas à influencer les décisions tactiques. Le colonel Brennan, à son honneur, avait entièrement changé d'avis. Dans une lettre au quartier général de la division en octobre 1944, Brennan écrivit que le sergent Kowalski possédait une compréhension intuitive du combat blindé qu'il n'avait pas rencontré en 20 ans de service. Il recommanda Eddie pour l'école de formation des officiers. Eddie refusa. Il dit à Morrison qu'il n'était pas un officier, il était mécanicien. Il voulait juste réparer les choses qui étaient cassées. Puis décembre arriva, les Ardennes, la bataille des Ardennes. Le 16 décembre 1944, 250 000 de soldats allemands, avec plus de 400 chars et canons d'assaut, défoncèrent les lignes américaines faiblement tenues dans les collines boisées de Belgique et du Luxembourg. Le régiment d'Eddie fut précipité vers le nord pour aider à contenir la percée. Les conditions étaient cauchemardesques. Des températures largement en dessous de zéro, de la neige et du verglas qui rendaient les routes impraticables, du brouillard qui cloua au sol l'aviation alliée pendant des jours, éliminant le soutien aérien qui avait été si crucial pour les tactiques anti-Tiger. Le Sherman d'Eddie perdit une chenille sur une route verglacée près de Bastogne. Le 22 décembre, alors qu'il était à l'extérieur du char dans l'obscurité glaciale, essayant de réparer la chenille, un barrage d'artillerie allemand frappa la route. Des éclats d'un obus à éclatement aérien touchèrent Eddie à l'épaule gauche et dans le dos. Morrison le traîna derrière le char et appliqua des pansements de campagne jusqu'à l'arrivée des infirmiers. Eddie survécut. Il fut évacué vers un hôpital de campagne, puis vers l'Angleterre. Il passerait 3 mois en convalescence. Les éclats dans son dos ne purent être entièrement retirés. Il reçut une réforme médicale en mars 1945, 2 mois avant la fin de la guerre, en Europe. Il reçut le cœur pourpre, en plus de son étoile de bronze. Il avait 24 ans, il rentra chez lui à Cleveland. Eddie Kowalski ne retourna jamais au garage de son oncle. La blessure à l'épaule limitait son amplitude de mouvement, rendant difficile le travail sous les voitures.
Il prit un emploi d'inspecteur qualité dans une usine Ford à Brook Park, vérifiant les moteurs sur la chaîne de montage. C'était un travail stable. Il utilisait son oreille pour les machines, ce même instinct qui lui avait permis de diagnostiquer les faiblesses d'un Tiger en écoutant son moteur. Il épousa une femme nommée Patricia en 1947. Ils eurent 3 enfants. Il ne parla jamais de la guerre, mais son véritable héritage n'était pas à Cleveland. Il était dans les manuels de doctrine et les écoles de guerre d'une douzaine de nations, et l'influence de ce qu'Eddie et des hommes comme lui apportèrent à la guerre blindée s'étendit bien au-delà de 1944. Les tactiques anti-blindées interarmes que la 3e armée de Patton perfectionna contre les Tigers en septembre 1944 devinrent le fondement de la doctrine blindée américaine pour les 8 décennies suivantes. Le principe était simple, mais révolutionnaire à l'époque. Aucun système d'armes isolé ne gagne les batailles. Ce sont les systèmes coordonnés qui gagnent les batailles. Un char, seul est vulnérable. Un char soutenu par l'artillerie, la puissance aérienne, l'infanterie et des véhicules anti-blindés spécialisés fait partie d'un système de destruction capable de vaincre n'importe quelle arme individuelle, aussi puissante soit-elle. Ce principe fut codifié dans le manuel de campagne de l'armée américaine 17-33, publié en 1946, qui faisait explicitement référence aux engagements contre les Tigers comme étude de cas en opération interarmes contre les blindés lourds. Le manuel fut mis à jour pour la guerre de Corée, où les forces américaines utilisèrent des tactiques quasi identiques contre les chars nord-coréens T-34, coordonnant les chars Pershing avec l'artillerie et l'appui aérien rapproché pour atteindre des ratios de pertes qui faisaient écho aux batailles de septembre 1944. Au Vietnam, l'approche interarmes évolua pour inclure les hélicoptères de combat et l'artillerie de précision, mais le principe sous-jacent resta le même. Aucun système ne combat seul, tout se coordonne, tout attaque simultanément. L'ennemi ne peut pas répondre à 5 menaces à la fois. Pendant la guerre du Golfe en 1991, les chars américains M1 Abrams affrontèrent Satih-Ideal et T-72 irakiens dans des conditions remarquablement similaires au terrain ouvert de France en 1944. Les Irakiens, comme les équipages de Tiger allemands, disposaient de positions défensives supérieures et s'attendaient à des batailles de chars classiques. Les Américains, canalisant la doctrine de Patton, utilisèrent la vitesse, les manœuvres de flanc, la suprématie aérienne et la coordination interarmes pour détruire plus de 3000 véhicules blindés irakiens en 100 heures, tout en perdant moins de 50 chars. Le ratio de pertes était presque incompréhensible et l'ADN tactique pouvait être retracé directement jusqu'au champ de l'Est de la France 50 ans plus tôt. La doctrine de l'OTAN pendant la guerre froide était construite autour de l'hypothèse que les blindés lourds soviétiques se déverseraient à travers la trouée de Fulda en Allemagne, de l'Ouest en nombre, qui éclipserait le déploiement de Tiger de 1944. Le plan de réponse, appelé doctrine Airland Battle, était essentiellement les 5 principes de Patton mis à l'échelle continentale. Interarmes, axe d'attaque multiples, frappe en profondeur contre les lignes d'approvisionnement, tempo implacable, ne jamais laisser l'ennemi mener la bataille qu'il a planifiée. Plus de 40 nations adoptèrent des variantes de cette doctrine. Les académies militaires de West Point à Sandhurst, en passant par Saint-Cyr, enseignèrent les engagements contre les Tigers comme exemple de manuel, montrant comment la tactique triomphe de la technologie. L'impact total est impossible à quantifier précisément, mais les historiens militaires estiment que la révolution interarmes qui se cristallisa en 1944 a influencé la formation de plus de 12 millions de soldats à travers l'Alliance occidentale au cours des 8 décennies écoulées. Les principes qu'Eddie avait notés dans son carnet taché d'huile devinrent la grammaire de la guerre blindée moderne. Mais la plus grande leçon de l'histoire d'Eddie Kowalski ne concerne ni les chars, ni les tactiques, ni la technologie. Elle concerne l'origine des bonnes idées. Eddie était caporal, mécanicien. Il n'avait aucune formation d'académie militaire, aucune instruction en doctrine tactique, aucune qualification que quiconque dans la chaîne de commandement aurait reconnu comme le rendant apte à commenter la stratégie de guerre blindée.
Il était, selon toute mesure institutionnelle, la dernière personne qui aurait dû contribuer à la façon dont un régiment combattait les chars Tiger. Et pourtant, ses observations étaient justes. Non pas parce qu'il était un génie, mais parce qu'il était mécanicien. Il regardait le Tiger de la même façon qu'il regardait une Chevrolet avec une mauvaise transmission. Il ne voyait pas une super arme légendaire, il voyait une machine. Et chaque machine a des spécifications, des tolérances, des modes de défaillance et des points de rupture. Les experts dans la salle, les diplômés de West Point, les officiers de carrière. Eux voyaient la doctrine, l'histoire et la stratégie. Eddie voyait une machine avec une tourelle qui mettait 60 secondes à pivoter et un moteur qui buvait du carburant comme un homme mourant de soif. Ce schéma se répète à travers chaque guerre et chaque ère d'innovation. Les personnes les plus proches du problème voient souvent des solutions que les experts manquent, parce que les experts sont formés à voir les problèmes à travers le prisme de la doctrine existante. Et la doctrine n'est que l'innovation d'hier, durcie en dogme. Le marin britannique qui découvrit que les agrumes Camille prévenaient le scorbut fut ignoré pendant des décennies par les chirurgiens de la marine qui en savaient mieux. Les frères Wright étaient des mécaniciens de bicyclette à qui les physiciens les plus accrédités de leur époque avaient dit que le vol motorisé était impossible. Percy Spencer, l'ingénieur qui inventa le four à micro-ondes, n'avait aucun diplôme universitaire. Il remarqua qu'une barre chocolatée dans sa poche avait fondu près d'un magnétron et demanda pourquoi. Dans la guerre moderne, cette leçon est devenue une politique explicite. Le Fonds d'innovation rapide de l'armée américaine sollicite spécifiquement des idées auprès du personnel enrôlé subalterne et des sous-officiers, les équivalents modernes d'Eddie Kowalski. Les forces de défense israéliennes sont célèbres pour leur culture de commandement horizontal, où un simple soldat peut contester la décision tactique d'un général en temps réel. Ce ne sont pas de simples préférences culturelles, ce sont des reconnaissances institutionnelles que la personne la plus proche du problème, le mécanicien sous le char, le conducteur derrière les commandes, voit parfois ce que le général derrière la carte ne peut pas voir. Dans le monde des affaires, le même principe anime chaque start-up qui bouleverse une industrie établie. Les fondateurs d'Airbnb étaient des étudiants en design, pas des dirigeants d'hôtels. Les créateurs de Spotify étaient des passionnés de musique, pas des présidents de maisons de disques. L'innovation ne vient pas des diplômes. Elle vient de la proximité avec le problème et du courage de dire ce que l'on voit, même quand tous ceux qui ont plus de grades et plus d'expérience vous disent que vous avez tort. Et il y a un dernier détail dans l'histoire d'Eddie Kowalski que presque personne ne connaît. En 1998, un historien militaire nommé Dr Robert Callahan faisait des recherches sur les rapports après action de la 3e armée aux archives nationales de College Park, dans le Maryland. Il trouva quelque chose d'inattendu dans une boîte de documents déclassifiés du 704e bataillon de chasseurs de chars. C'était une seule page dactylographiée datée d'octobre 1944. C'était une recommandation du lieutenant-colonel Whitfield au renseignement de la 3e armée, proposant que les procédures tactiques anti-Tiger développées pendant l'opération Marteau de fer soient formalisées et attribuées à leur source originale. La recommandation de Whitfield incluait un nom, pas le sien, pas celui du capitaine Hayes, pas celui du colonel Brennan. Le nom sur le document était Caporal Edward J. Kowalski, armée américaine, et le document recommandait que le bulletin tactique soit officiellement désigné sous le nom de Protocole Kowalski. La recommandation fut refusée. L'état-major de la 3e armée décida qu'attribuer une doctrine tactique à un mécanicien enrôlé saperait l'autorité des officiers commissionnés. Le bulletin fut publié anonymement sous le nom de Bulletin technique 4417. Le nom d'Eddie n'y apparaissait nulle part. Le document de directives tactiques anti-blindés le plus influent produit par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale fut rédigé par un caporal de Cleveland, et pendant plus de 50 ans, personne en dehors de son régiment ne le savait. Le docteur Callahan retrouva la famille d'Eddie. Eddie était décédé en 1991 à l'âge de 70 ans, dans la même maison de la 71e rue Est, où sa mère avait reçu cette lettre en novembre 1944. Patricia était décédée 2 ans avant lui. Ses enfants, 2 filles et un fils, n'avaient aucune idée de l'existence du document.
Ils savaient que leur père avait servi dans la 3e armée de Patton. Ils connaissaient l'étoile de bronze et le cœur pourpre. Ils savaient qu'ils ne parlaient jamais de la guerre. Ils ne savaient pas que les observations de leur père avaient contribué à remodeler la façon dont l'armée des États-Unis mène les batailles blindées encore aujourd'hui. En 2003, l'Association de l'armée des États-Unis publia les recherches du docteur Callahan. Pour la première fois, le nom d'Edward Kowalski fut publiquement associé aux tactiques anti-tigres de septembre 1944. Une petite cérémonie fut organisée au Centre du patrimoine de l'armée à Carlisle, en Pennsylvanie. Le fils d'Eddie, Thomas Kowalski, accepta une distinction posthume au nom de son père. Thomas déclara plus tard à un journaliste que son père aurait été gêné par cette attention. Papa disait toujours qu'il n'était qu'un mécanicien qui avait eu de la chance. Thomas dit qu'il n'a jamais pensé avoir fait quoi que ce soit de spécial. Il a juste regardé le tigre et a vu ce qui était défaillant. D'un mécanicien Chevrolet avec un carnet taché d'huile à une révolution tactique qui a influencé 80 ans de guerre blindée dans 40 nations. Eddie Kowalski a prouvé que l'arme la plus dangereuse de toute armée n'est pas le plus gros char ni le canon le plus puissant, c'est la personne qui regarde un problème impossible et le voit différemment de tous les autres. 92 chars, tigres, furent envoyés pour arrêter Patton. Moins de 5 survécurent, non pas parce que le Sherman était meilleur, non pas parce que les Américains avaient plus d'argent ou plus d'usines, bien que ce fût le cas. Ils furent détruits parce qu'un mécanicien qui n'avait jamais lu un manuel tactique avait compris quelque chose que des généraux avec des décennies d'expérience avaient manqué. Toute machine tombe en panne, toute arme a ses limites, et le camp qui trouve ses limites en premier gagne la guerre. Eddie Kowalski réparait des Chevrolets, puis il a corrigé la façon dont l'Amérique se bat. Il n'a jamais connu toute l'étendue de ce qu'il avait accompli. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Les gens qui changent l'histoire savent comme rarement qu'ils sont en train de le faire. Ils sont simplement en train de résoudre le problème qui se trouve devant eux avec les outils dont ils disposent, du mieux qu'ils le peuvent. Si vous connaissez une histoire comme celle d'Eddie, une personne qui a vu quelque chose que personne d'autre n'avait vu et qui a tout changé, partagez-la dans les commentaires. L'histoire est pleine de mécaniciens, d'agriculteurs et d'enseignants qui ont accompli des choses impossibles parce que personne ne leur avait dit à temps que c'était impossible. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Parce que les plus grandes histoires de la Seconde Guerre mondiale ne parlent pas de généraux et de présidents. Elles parlent de gens dont les noms ont failli être perdus. Les gens qui ont gagné la guerre, une observation, un carnet, une idée folle à la fois. Les tigres ont disparu. Les Sherman sont dans des musées. Mais quelque part en ce moment, il y a un autre mécanicien qui regarde un problème impossible et qui voit ce que tous les autres ont manqué. C'est comme ça que les guerres se gagnent, c'est comme ça que le monde change, et c'est pourquoi cette histoire méritait d'être racontée.